on se tient au courant. Oui, mais bonjour. Bonjour, Excellence. Vous allez bien? Comment vous allez, Monsieur le Président? Ça va? J'espère qu'on aura l'occasion de vous mettre à vélo aujourd'hui. Vous savez, j'ai un possible aussi. Vous allez bien? Ça va bien, merci beaucoup. Merci d'être là. Invitation. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Vous allez bien? Très bien. Rosy et Sceaux. Je me souviens. Waouh. Bah, non, mais quand même, c'est pour ça que vous êtes là. Ahmed Chatoui. Enchanté. Thank you. Merci. Thank you for being here. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Je suis Boubacar, je suis du Niger. Et je suis Merci d'être là. agriculteur. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, vous vous souvenez de Ça moi? va? Ouais. Vous avez appris comment Exactement. on parle en mouvement climat. Exactement. C'est chouette que vous soyez là pour faire le suivi. Merci. Merci beaucoup. Oui, je me souviens très très bien à la fin de cette journée. Bonjour, vous allez bien? Très bien, vous-même. Ouais, merci beaucoup Merci à vous. d'être là depuis hier. Tout s'est bien passé, vous avez bien dormi? Très bien, merveilleusement. Bonjour, Ça va? Monsieur le Président. Merci. Alors, je suis là, moi, c'est ça? Ouais. Asseyez-vous. Pardon. Pardon. Rebonjour. Ah oui, oui, je sais. Ça va? Pardon. Tout va bien? Alors, moi, je suis à vous. Je voulais, avant qu'on commence l'ensemble des discussions, des événements plus officiels, vous entendre un petit peu, enfin pas qu'un petit peu d'ailleurs, mais pouvoir avoir le retour. On s'est croisés, certains l'année dernière en marge d'une notre COP, d'autres j'ai vu le travail que vous menez, et puis c'est un engagement aussi que j'avais pris auprès d'une partie d'entre vous dans des déplacements ailleurs sur le continent, que vous puissiez être là. Et donc je voulais pouvoir un peu vous entendre, vous me disiez ce qui est important pour vous, éventuellement si vous avez des questions, mais aussi des messages, quoi. Voilà. Qu'on rentre dans le vif du sujet et dans le dur. Qui veut se lancer? Moi, ça m'intéresserait. Allez. Tiens, pardon, oui, il y a un micro. Il y en a un autre. C'est moi qui ai mal... Je ne saurais commencer mes propos sans dire merci au maître du temps et des circonstances que j'ai nommé Dieu. Parce que ce n'est pas tout le temps à vélo qu'on rencontre un président. Donc merci pour l'honneur que vous nous faites. Je suis Andy Costa, écologiste, ambassadeur ivoirien du vélo en Afrique. Et l'honneur me choisit aujourd'hui d'être en Égypte sous l'invitation du président français et surtout la République française. Ce qui nous impacte positivement aujourd'hui, ou ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est les changements climatiques. Et tout le monde entier est convaincu que l'Afrique est le continent du futur. Mais nous, en tant que jeunes leaders africains, nous pensons que cette responsabilité qui est grande ne pourra avoir de l'impact positif que si nous sommes formés et si notre capital humain est développé. Donc, raison pour laquelle notre présence ici consiste à faire du plaidoyer pour que nous ayons la possibilité, via la coopération qui lie la France et l'Afrique, de pouvoir avoir la possibilité de faire du partage d'expérience, des formations sur le renforcement de capacités. Je pourrais prendre par exemple en 1974, quand à l'initiative du président Félix Houphouët-Boigny, du président Senghor et Georges Pompidou, vous avez créé la Maison de l'Afrique, qui était un lien entre la France et l'Afrique. Aujourd'hui, Maïdjoum for Africa souhaiterait que ce lien, qui était un trait d'union, devienne un pont. Parce que le pont, ça nous permet d'avoir accès à l'autre rive, pour que nous puissions avoir une mobilité plus simple. Et ça permettra aussi de changer ce sentiment qui prévaut actuellement, que j'ai appelé la francophobie, qui est un sentiment anti-français qui se développe de plus en plus. Et bien heureusement que dans mon pays, la Côte d'Ivoire, nous restons focus sur nos valeurs communes. Et le deuxième truc sur lequel je vais terminer, c'est que je fais un plaidoyer pour que vous puissiez faciliter la mobilité géographique. Parce que si on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas partager nos expériences et nos valeurs communes. Et pour preuve, vous avez créé le passeport talent. Ça vous permettre cette mobilité géographique en termes de partage d'expérience. Et pour preuve,
J'ai soumissionné au passeport talent et je suis en attente. Je vous remercie, Son Excellence. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur le Président, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Tamara Moutotekema Boussamba, je viens du Gabon. Je suis entrepreneur dans le secteur agricole. J'ai une société de production et distribution de produits agricoles et on a également développé une application de conseil agricole justement pour aider les agriculteurs à être au fait des innovations technologiques dans ce secteur-là. Vous le savez très bien, l'Afrique a un véritable défi de souveraineté alimentaire et surtout de sécurité alimentaire. Mais seulement le secteur agricole est vraiment vulnérable au changement climatique, Monsieur le Président. On a l'avancée du désert dans certaines régions, les inondations dans d'autres régions, augmentation de température, etc. Et vous savez peut-être aussi que c'est un secteur qui est essentiellement porté par les femmes et en milieu rural. Et donc aujourd'hui, le défi, c'est de pouvoir aider ces femmes-là à mieux produire, bien produire et surtout être résilientes face au changement climatique. Moi, je pense que la France peut jouer un rôle, surtout dans le transfert de technologie et de savoir, le partage d'expertise. D'un côté, on a nos savoirs traditionnels qu'on pourrait revaloriser, et d'un autre, la France a les innovations technologiques qui pourraient nous aider aussi pour développer le secteur agricole. Donc moi, mon plaidoyer, c'est qu'on développe un programme de partage entre les agriculteurs français, les agriculteurs africains, pour développer ensemble des solutions qui seraient bénéfiques pour nos deux pays et pourquoi pas pour nos deux continents. Parce que c'est une question de vie ou de mort, il faut atteindre l'autosuffisance alimentaire et surtout la sécurité alimentaire. Et je plaide aussi pour un secteur surtout qui permettrait de l'indépendance financière de ces femmes, de créer des emplois pour les jeunes, parce que la jeunesse africaine, c'est l'atout de ce continent aujourd'hui, et le secteur agricole est une opportunité pour cette jeunesse-là. Ce serait bien qu'on ait un programme dans ce sens pour que les jeunes puissent apprendre de l'expertise française, mais que les jeunes agriculteurs français viennent apprendre aussi et découvrir les opportunités du secteur agricole en Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Qui veut se lancer? Vas-y, tiens, donne. Pardon. Bonjour Monsieur le Président, je suis Lydia Mirouche d'Algérie, entrepreneur dans l'agriculture biologique. J'ai une société éco-responsable qui est spécialisée dans la production de fruits et légumes bio. Je suis une fervente défenseuse de l'environnement. Aujourd'hui, l'agriculture est un secteur stratégique. C'est un secteur en fait qui à la fois participe au changement climatique, en subit les conséquences, mais apporte aussi des solutions. Je suis pour l'encouragement de l'agriculture biologique en Afrique parce que avec les guerres, avec la crise du Covid, ça nous a montré en fait que les pays doivent absolument être autosuffisants. Et aujourd'hui, avec le changement climatique, on est obligé de se tourner vers une agriculture 100% naturelle, 100% vertueuse. Il faut, à mon avis, interdire la production et l'exportation et aussi l'importation de certains pays des engrais chimiques. Par exemple, les engrais azotés émettent énormément de gaz à effet de serre et c'est très mauvais pour la planète. Aujourd'hui, on peut y remédier avec une agriculture plus saine. Si on se tourne vers une agriculture biologique, on peut sauver l'Afrique, on peut sauver le monde. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique possède la première réserve de terres arables au monde, environ 60%. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique peut non seulement nourrir l'Afrique, mais aussi peut nourrir le monde. Donc aujourd'hui, avec l'Europe, nous avons les richesses, vous avez le savoir-faire. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait justement créer un partenariat gagnant-gagnant où nous, on va bénéficier de votre savoir-faire et, voilà, et partager les richesses en même temps et travailler vraiment sur une agriculture plus respectueuse de l'environnement, préservatrice de la biodiversité et protectrice de la santé humaine. Merci. Ça vous rejoint beaucoup. Cohérent dans l'agenda. Merci beaucoup. Monsieur le Président, bonjour, Thomas Samuel, je suis le fondateur d'une société qui travaille dans les énergies renouvelables. On fabrique des lampadaires solaires, on en installe partout dans le monde, beaucoup en Afrique. Et les enjeux de la transition énergétique en France deviennent prégnants et vont créer des champions.
J'espère qu'il y en aura beaucoup qui se lanceront à l'export et qui participeront à un enjeu dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est celui de l'accès universel à l'énergie. Il est complètement inconcevable pour quelqu'un comme moi, sachant que les technologies et les financements existent, qu'il reste 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne qui n'ont pas d'éclairage le soir, qui vivent dans l'obscurité et du coup qui ont un déficit énorme d'éducation, d'économie. Et du coup, je voulais vous dire que ça, c'est possible rapidement, que tout existe et que votre leadership permettrait, avec vos pairs africains, d'accélérer cet accès à l'énergie universelle, qui est un enjeu hyper simple à résoudre et hyper rapide. Je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus. Oui, non, mais avec des ENR et des mécanismes très décentralisés, ce que vous proposez entre autres. Exactement, des petits systèmes qui permettent dès l'année prochaine, vraiment dès l'année prochaine, de sortir théoriquement des centaines de millions de personnes et qui pourraient se rappeler de ces investissements qui sont extrêmement modérés, comme un vrai changement de paradigme et je pense que l'impact, je ne vois pas, après des années de travaux, même en France, quel pourrait avoir le plus gros impact social et environnemental que cette électrification universelle. Bonjour Monsieur le Président, bonjour à toutes et à tous, Messieurs, Mesdames les ministres et les participants. Merci pour cette occasion qui nous est donnée. Je veux rappeler comme rapidement que ma présence témoigne d'une promesse tenue, effectivement faite à Yaoundé lorsque nous étions un groupe de jeunes Français à la rencontre de jeunes Camerounais et nous avons formulé un certain nombre de recommandations dont l'une était de faire monter les gens du terrain à des événements de grande instance comme cette COP. Donc merci pour cette promesse tenue. Je suis Arlande Jörger, fondatrice d'une start-up qui s'appelle EvoSmart. On s'appuie sur l'intelligence artificielle et la technologie d'imagerie spatiale pour pouvoir générer des préconisations et des recommandations pour préserver les écosystèmes naturels et puis préserver le patrimoine végétal de nos territoires, que ce soit en Europe, en France ou que ce soit sur le continent. Et ma position, en s'appuyant aussi sur les retours de mes collègues sur l'agriculture et même sur l'énergie, c'est de dire comment on peut aujourd'hui accélérer et renforcer les coopérations. On en a beaucoup parlé là dans les précédentes interventions, mais les coopérations technologiques. Nos amis anglophones avaient mis en place les IPP, International Partnership Program for Space Technology. Comment la France pourrait s'inspirer de ce savoir-faire-là, de ce qui a été déjà fait par nos amis anglophones pour faciliter ces partenariats sur la technologie spatiale qui a quand même une force particulière sur l'observation de la Terre pour nous permettre d'avoir des informations de qualité, pour préserver les tourbières du bassin du Congo par exemple, préserver les forêts européennes et avoir ces puits de carbone qui nous permettraient effectivement de travailler à cette lutte contre le changement climatique, mais aussi de préserver les écosystèmes et la biodiversité. Donc mon point, il est là. Comment, sur les territoires francophones et en partenariat avec l'Afrique, vous avez parlé du pacte pour l'Afrique, notamment dans le cadre de cette COP, on pourrait s'appuyer sur la technologie spatiale, sur ce que les anglophones ont fait en termes de partenariat technologique entre les pays, pour pouvoir justement utiliser cette technologie et la mettre à bon escient pour accompagner et appuyer les territoires du continent, mais aussi s'appuyer sur l'expertise du continent africain qui en a quand même. On parle d'un territoire résilient, mais j'ai envie de dire ingénieux, capable de faire beaucoup avec peu. Voilà mon point. Comment on pourrait faire concrètement? Et EvoSmart forcément sera de la partie pour appuyer cette démarche-là. Merci. Merci beaucoup. Vous voulez peut-être répondre un petit peu? Non, allez-y, je vais continuer. Parce que je regarde aussi ce qui se recoupe. Ok. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Je m'appelle Nathan, je suis l'un des 7 jeunes conseillers du secrétaire général des Nations Unies. Très heureux d'écouter aussi toutes ces remarques ici. Je pense que ce qui était très important pour moi aujourd'hui d'amener, et qui je pense aussi est en lien avec tout ce que tout le monde dit, c'est la question du financement. Comme vous le savez, on en parle de plus en plus. Souvent on entend que nous n'avons jamais été aussi riches. Puis bon, ce nous, il est très problématique. Et puis c'est aussi tout l'enjeu de cette COP de discuter ce nous. Qui est derrière ce nous? Qui est riche? Qui est pauvre dans ce monde? Et moi, quelque chose qui m'a profondément marqué dans ces 2 dernières années, et notamment en tant que jeune conseiller, c'est que nous sommes sortis de la crise du Covid et les 10 hommes les plus riches de la planète ont doublé leur fortune. On parle aujourd'hui de la plus grande crise énergétique de tous les temps, mais on ne va pas se mentir, ce n'est pas du tout une crise énergétique. C'est une crise des énergies fossiles, c'est une crise d'une énergie qui est dominée par des entreprises qui utilisent absolument tous les moyens pour rester en vie. C'est une forme de
de capitalisme chaotique, une forme de capitalisme de prédation comme jamais on en a vu avant. La situation dans laquelle on est très clairement aussi une forme d'effondrement climatique. Et moi, j'ai passé 2 ans, et vous savez que je suis un activiste depuis longtemps, à lire des rapports de l'ONU, à lire comme plein d'autres de vos équipes. C'est vraiment terrifiant. Et une des choses qui m'a profondément marqué ces derniers temps, c'est bien sûr les records, les profits records des énergies fossiles, bien sûr Shell, Total. Ça vous aura pas échappé que cette taxe qui a été imposée au niveau européen ne prend que, on m'a dit ce matin, 0,2% de ces profits absolument historiques que les entreprises des énergies fossiles ont fait. Et le secrétaire général des Nations Unies a qualifié ces profits d'immoraux il y a quelque temps. Je pense que vous l'avez peut-être entendu. Mais la réalité, c'est que ces profits sont criminels. Ce sont des crimes contre l'humanité. En tant que population, vous savez à quel point tous on galère avec cette inflation. Peu importe où on se place. Et vous n'êtes pas un milliardaire. Vos ministres ne sont pas des milliardaires. Donc pourquoi on ne se met pas tous ensemble pour demander que à la fois la richesse individuelle de cette manière ne soit pas permise, mais aussi que ces énergies, que ces entreprises des énergies fossiles ne puissent pas se retrouver dans des situations où elles se permettent d'obtenir autant de profits. Et pour moi, honnêtement, après toutes ces années, c'est vraiment ça le sujet. Le sujet, il est là, il est sur la taxation, il est sur la redistribution. Et je n'arrive pas, après avoir rencontré tant de leaders pendant ces années, incluant vous, pourquoi à un moment donné, vous ne vous mettez pas autour de la table la semaine prochaine au G20 et vous décidez de cesser ça et de redistribuer cet argent. Je ne comprends pas comment ça peut être un argument radical. Voilà. Merci. Je vais essayer d'y répondre aussi. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Boubacar Jibo Al-Mustafa. Je voudrais d'abord vous dire merci de nous donner cette occasion heureuse en marge donc de la COP27 d'échanger avec une voix audible comme la vôtre. Moi, je suis agriculteur et je voudrais faire une belle transition avec la crise des énergies, relevée avec l'homologue Nathan et vers la crise alimentaire parce qu'en réalité, en tant que pays sahélien, le Niger, c'est aujourd'hui en réalité notre problématique profonde. Et moi, je suis entrepreneur vert dans le domaine des intrants agricoles. C'est que nous, on essaye de faire avec les communautés locales qui, en réalité, vivent de plein fouet les crises, tout ce qui concerne comme tout ce qui en réalité entraîne la dégradation des sols, le manque de productivité, la crise alimentaire. Ce qui est fait au niveau donc du Nord, c'est nous qui subissons en réalité les conséquences. Et nous, on essaie effectivement de développer des initiatives locales pour pouvoir contribuer à la sécurité alimentaire. Et dans ce sens, je voulais bien parler donc de vos initiatives, celles que vous, en tout cas, vous encouragez, telles que la Grande Muraille Verte. Et je voudrais bien que vous poursuiviez dans ce sens, parce que la Grande Muraille Verte, je pourrais vous dire qu'en réalité, dans le continent africain, ça pourrait être la panacée par rapport à tous ces maux qu'on est en train de vivre. Et aussi vous dire que de soutenir les initiatives agroécologiques, parce que c'est seulement ce type d'agriculture qui répond profondément, qui peut effectivement relever les défis agricoles et alimentaires au niveau donc de nos pays. L'autre chose que je voulais faire, parce qu'au fait, on est à une COP spéciale pour l'Afrique, parce que voilà, la COP, elle se tient ici en Afrique, en Égypte notamment, et on veut que ça soit une COP de mise en œuvre. La COP de mise en œuvre pour nous, c'est vraiment véritablement d'arrêter de financer les fausses solutions et pouvoir se recentrer sur les bonnes solutions. Et une des bonnes solutions, effectivement, c'est de développer, en tout cas, ou d'encourager tout ce qu'il y a comme initiative agroécologique ici.
ici en Afrique et bien sûr dans le monde entier. Et je voulais aussi voir comment, parce qu'en fait, nous, voilà, vous le savez déjà très bien, on est un continent très jeune. Mais la vérité est que la jeunesse devient de plus en plus réfractaire au métier d'agriculteur. Et il faudra effectivement que, bien sûr, ça doit être des solutions que nous-mêmes, on doit promouvoir, mais c'est pour faire ce cri de cœur qui nous tient beaucoup à cœur. Nous, on intervient dans le monde rural et on vit avec eux, on voit leur réalité. Et à ce niveau, il faudra que, dans les différentes réflexions, de beaucoup associer la jeunesse. Et quand on dit la jeunesse, nous, par exemple, on n'est pas dans des grands programmes de réflexion. Mais l'impact que nous, on arrive à générer en tant que petite entreprise, je pourrais dire que si on a le soutien des grandes organisations ou on a le soutien de nos autorités publiques, on pourrait finir avec cette crise alimentaire et même les crises énergétiques. Donc je voudrais faire un plaidoyer dans ce sens. Réfléchissez beaucoup plus local que national ou bien multilatéral. C'est la seule manière pour nous, en réalité, d'endiguer ce fléau et de pouvoir avancer. Merci beaucoup. Thank you. I'm sorry, I'm not talking French, so I'll talk in English. My name is... Or I can talk in Arabic and... You can speak if you're comfortable in English. Yes. It's okay for everybody. Okay, thank you. C'est okay pour vous, Bloqué? My name is Ahmed Fathi, and I run an organization called Youth Love Egypt Foundation. We started during Egyptian Revolution 2011, and we are now 11 years old organization. And thank you, and thanks for the French government for the nomination to be here and to work, and also thanks for the Embassy of France in Egypt. Always we are in cooperation together, and I have many concerns about COP27 and next COPs, that we need loss and damage finance to be at the agenda. And I hope, as we had before Paris Agreement, we can push also to have loss and damage finance, because it is a people rights, it is African rights. I'm working with Pan-African Climate Justice Alliance. We focus always in climate justice and how the African people have to have opportunity. And I have a suggestion for Your Excellency, if you could agree. This year I was responsible for volunteers for COI17 Conference of Youth. Hundreds of youth couldn't find any fund to attend COI or attend COP, or because of the expense of flights or something. If Your Excellency can launch a program for supporting youth to take a place every year in a COP 20 or 25 youth, 5 from each continent, to be represent themselves and be like scholarship. The issue for many youth, they have a voices and they have something on the ground, but they couldn't find support to be there. I have received hundreds and hundreds of emails as a responsible for volunteers that we would like to attend the COI, we would like to take a place in COP, but we couldn't, or we have no support to help these people. So I think if Your Excellency can make a program under the name of Paris Agreement, scholarship for youth for COP in any continent, it will be something very great. And thank you. And it's my pleasure to meet you again. We met in Nairobi 2019. We have a selfie. I put it in social media. And my colleagues say I'm similar, Your Excellency. I say, no, Your Excellency is very important. So I'm very, very proud to be here today to meet Your Excellency. And I'm encouraged and I'm trying to empower youth that never give up. One day you can reach your goal. Thank you. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. C'est la meilleure façon d'ouvrir mon propos parce que à Yaoundé, nous sommes sortis avec beaucoup de chantiers, beaucoup d'espoir, et le simple fait que vous ayez déjà tenu la promesse de nous inviter ici, merci. On y croit en fait. On y croit de plus en plus et on sait qu'on va y arriver. Je suis Rosie Esso et je suis membre du réseau des jeunes pour la préservation des écosystèmes forestiers du bassin du Congo. Je suis aussi vice-présidente du Conseil pour le suivi des recommandations du nouveau sommet Afrique-France. Parce que je crois que si on s'assoit ensemble,
si on multiplie les occasions de réfléchir ensemble à nos problèmes communs, on peut trouver des solutions qui pourront s'appliquer dans nos pays respectifs. Alors, à Yaoundé, nous avions proposé la création d'un Institut Afrique-Europe pour l'innovation verte qui va permettre d'une part de promouvoir la recherche et le développement et d'autre part de recenser, vulgariser et transmettre les savoir-faire existants, traditionnels. Cet institut, nous avons commencé avec les moyens dont nous disposons à le penser. Alors, en décembre à Yaoundé, nous réunirons des détenteurs de savoir traditionnels, des chercheurs, des scientifiques, des membres de la société civile pour réfléchir sur les solutions que cet institut peut apporter et sur comment pourrait se présenter l'institut. Il sera aussi très important qu'autour du même institut soit développé un outil qui permettra l'accompagnement des entrepreneurs. La réalité, c'est que si les jeunes trouvent un intérêt dans les bonnes habitudes de conservation des écosystèmes, dans les habitudes bas carbone, si les jeunes sont rémunérés pour ça, gagnent de l'argent, le changement climatique devient une opportunité et tout le monde s'engage à lutter contre. Voyez un peu. Donc, ça c'est notre vision et nous voyons en cet institut une solution qui permettrait de faire ça. Monsieur le Président, comment envisagez-vous nous accompagner dans la création de cet institut? À côté de cela, il sera très important que tous les programmes scolaires, à tous les niveaux, incluent les habitudes bas carbone. Aujourd'hui, sur cette planète Terre, toute personne qui apprend l'agriculture devrait apprendre une agriculture bas carbone. L'élevage, pareil, l'électricité, la cuisine, pourquoi pas la couture. Tout le monde devrait savoir dans son domaine comment avoir des bonnes habitudes dans la préservation de l'environnement. C'est ce que nous pensons. Et nous souhaitons que vous nous accompagniez là-dessus. Mais comment vous faites pour notre institut, Monsieur le Président? Monsieur le Président, merci pour ce temps d'échange. Merci aussi aux participantes et participants pour ces questions. Corentin Gentil, jeune délégué pour le climat de la France. J'ai une question à propos de la position de la France sur la science dans les négociations. Donc, dans les négociations qui ont lieu lors des COP, la France s'évertue à défendre l'objectif de 1,5 degré. Pourtant, en pratique, alors même que le GIEC nous dit qu'avec les exploitations d'énergie fossile actuelles et annoncées dans un futur proche, on va sortir de toute trajectoire compatible avec les 1,5 degré, la France apporte son soutien au projet ICOP, pas d'un point de vue financier, ça on sait, mais d'un point de vue diplomatique, avec la lettre que vous avez envoyée au président ougandais, d'un point de vue diplomatique aussi avec les activités de l'ambassade française à Kampala, et aussi d'un point de vue militaire, parce que les militaires ougandais qui expulsent les résidents ougandais chez eux sont formés par la 27e brigade d'infanterie de montagne en France. Donc, Monsieur le Président, est-ce que vous êtes prêt à vous aligner sur la position de la France qui est tenue dans les négociations sur la science et à condamner publiquement ce projet? Et est-ce que vous êtes prêt aussi à apporter un soutien financier pour les pays qui refusent d'utiliser leurs ressources d'énergie fossile? Bonjour, Lorelai Lancaster, je suis la deuxième jeune déléguée pour le climat. Merci pour ce temps, merci d'avoir repris le temps cette année et merci d'avoir convié tant de gens. C'est vraiment super d'avoir ce temps d'échange. Moi j'avais une question sur les pertes et préjudices. On en a un peu parlé dans l'échange d'avant, mais les pertes et préjudices c'est une question présente. On a une intensification et on a énormément d'événements qui ont montré cet été à quel point la situation est dramatique et à quel point la situation s'accélère. Et on a un vrai problème d'engagement et d'engager nos partenaires à la fois sur les pertes et préjudices en elles-mêmes, comment on y répond, parce que y a des impacts, il y a des gens dont la vie est affectée, qui perdent leurs moyens de subsistance, si ce n'est leur vie, et comment à la fois on engage nos partenaires sur l'atténuation qui ne doit pas être abandonnée, parce que ça, c'est aussi un énorme impact, et pourtant, on voit que l'atténuation est de plus en plus reléguée. On en parle de moins en moins parce que avec l'accélération, on a tous les impacts à gérer. Donc comment on coordonne ces deux piliers? Comment est-ce qu'on répond et on engage nos partenaires sur les pertes et préjudices, tous les partenaires qui sont réticents, et à la fois sur l'atténuation? Comment est-ce que vraiment
vous voyez la position de la France? Est-ce que vous la voyez en tant que leader sur ces questions et vraiment avec une ambition forte qu'on peut défendre et qui, à mon sens, on a? Merci beaucoup. Non, merci pour toutes vos questions. Je vais y revenir et essayer de les traiter d'abord de manière exhaustive, mais de les remettre dans un, si je puis dire, dans un cadre, parce qu'au fond, tout ce qu'on est en train de se dire, c'est comment on essaie de répondre à des objectifs collectifs, parce que évidemment le climat, l'évolution de nos écosystèmes, les conséquences à la fois du réchauffement, mais aussi de la perte de biodiversité, parce que moi je crois beaucoup à ces deux agendas qui sont inséparables l'un de l'autre, et d'ailleurs beaucoup de vos projets le montrent, mais comment on le fait de manière coopérative et en confiance. Vous avez utilisé ce mot, et le problème de notre système collectif, c'est qu'il manque de confiance, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont devenues comme incompréhensibles, il y a beaucoup d'inégalités, d'injustices que vous avez évoquées, et le sentiment que, en quelque sorte, les États les plus riches ne sont pas au rendez-vous de leurs devoirs et qu'on ne va pas assez vite. Et donc c'est un peu ça qu'il faut essayer de remettre si je puis dire, en bon ordre. Alors d'abord, pour reprendre la dernière question, puis après je reviendrai sur les sujets agricoles, on doit en fait tout faire en même temps. Et moi, je veux insister là-dessus. On ne doit absolument pas lâcher nos objectifs d'atténuation. Je vous l'ai dit, c'est le seul moyen d'éviter qu'il y ait encore plus de pertes et dommages pour d'autres et des catastrophes dans des pays, c'est qu'on réduise nos émissions et qu'on réussisse à mieux maîtriser les choses. Donc c'est aussi pour ça que je ne veux pas lâcher sur cet agenda-là. Ce qui fait aussi que, quand on regarde les choses, la mobilisation collective, l'Europe et dedans la France, on tient plutôt aujourd'hui nos objectifs. Maintenant, c'est une question de mise en œuvre, mais on est sur ces trajectoires. On a un sujet chez les grands anglo-saxons et on a un sujet sur les grands émergents. Si on veut gagner la bataille de l'atténuation, c'est pour ça que vous nous voyez porter ces projets JETP, qui sont ces partenariats justement. On va cet après-midi un peu officialiser, pas le signer parce qu'on l'a déjà lancé, mais officialiser avec l'Afrique du Sud, mais Afrique du Sud, Indonésie, Inde. Si on veut tenir nos objectifs, nous, il faut faire notre Fit for 55 au niveau européen, il faut le décliner dans nos pays, il faut que chaque pays porte sa stratégie de réduction, il faut qu'on arrive à être à l'agenda rendez-vous des résultats dès 2030, évidemment de la neutralité carbone 2050, mais il faut qu'on arrive à sortir le plus vite possible du charbon, en particulier pour les grands émergents. Et derrière, il faut qu'on ait des États-Unis et la Chine qui soient vraiment au rendez-vous. Et si je devais simplifier les choses sur les émissions, notre bataille, c'est que les plus riches soient là, qui payent leur juste part. Et là-dessus, soyons aussi clairs, j'ai besoin qu'on se dise des choses. Les Européens payent, mais simplement le problème, c'est qu'on est les seuls à payer. Et donc là, il faut mettre la pression sur les pays riches non européens, le Japon, pour leur dire, vous devez payer votre part. Et ensuite, c'est que les grands émergents, les modèles qui sont en train de décoller, sortent très vite du charbon, si je devais résumer les choses. Après, on a la partie adaptation, elle est nécessaire pour prévenir justement. Et donc, il ne faut pas la lâcher non plus. C'est pour ça que dans nos financements, on tient les 30%. Et on y tient beaucoup, on veut pousser tous les autres à le faire. Et puis ensuite, quand la catastrophe est là, malheureusement, et donc quand des pays plus vulnérables subissent, c'est comment on accompagne. Mais ce n'est pas parce qu'on va mieux accompagner et qu'on va lancer des choses, on en fait déjà, mais qu'on doit compléter ce dispositif, et j'y reviendrai dans un instant, qu'on doit abandonner les autres piliers. Et qu'on doit abandonner aussi tous les efforts qu'on fait sur l'agenda biodiversité, qui est absolument clé. Alors sur pertes et préjudices, bon, je vois les débats qui se jouent. D'abord, dans la manière qu'ils ont de se jouer, ce que me rapportaient les équipes, ce qu'on évoquait, on voit le manque de confiance qu'il y a. C'est ça la réalité. Mais la question, c'est comment on est au rendez-vous pour accompagner un pays qui vit, vous avez très bien dit les uns les autres, qu'on l'a vécu aussi pour nous-mêmes et on est des économies fortes, mais qui vit dans son quotidien les conséquences d'un choc climatique et qui a une vulnérabilité, soit parce que c'est une île, soit parce qu'il a un trait de côte qui est déjà très dégradé, etc. La réponse à ça, elle est multiple. Elle doit être de dire, on finance de l'humanitaire, de la reconstruction durable, et donc des opérations aussi de sécurité civile ad hoc. Et donc il y a une espèce de ce qu'on fait déjà, mais parfois de manière différente selon les liens qu'on a avec un tel et un tel. On l'organise mieux au niveau international. Et derrière ça, c'est comment on arrive aussi à avoir des règles avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui permettent de répondre à ce que ces pays vont vivre.
Et donc typiquement, ce qu'on va tout à l'heure discuter avec quelques autres dans la Barbade, c'est d'essayer d'avoir des mécanismes qui font que quand un pays subit un tel choc, eh bien, dans les critères justement de dette, dans ses critères de financement, dans l'accompagnement de son système public et privé, on met en place en quelque sorte des mécanismes d'exception pour pouvoir l'accompagner. Donc c'est un ensemble de solutions qui va de la sécurité civile à l'humanitaire, à la reconstruction durable, jusqu'à des critères financiers qu'on doit complètement réadapter. Mais je ne crois pas pour ma part à ce stade, mais je demande pas qu'à être convaincu, j'ai plutôt été convaincu que la réponse n'est pas dans un nouveau fonds, parce qu'on en a déjà trop et tout le monde est paumé dans les fonds. Et après les fonds, ça sert simplement aux États à dire on a mis tant dans un fonds, et les gens n'en voient jamais la couleur. La question c'est comment on est efficace sur le terrain par rapport aux pertes et préjudices, et comment on a une forme de mécanisme de solidarité effective le jour où quelqu'un a ce choc. Mais ce qu'on doit surtout faire, c'est mettre de l'argent pour le prévenir, ce choc. Et donc pour continuer à financer atténuation, adaptation, et qu'ensuite on soit très réactif. Ensuite, beaucoup d'entre vous êtes revenus sur les sujets agricoles. Sur ce volet, moi je crois que je suis profondément convaincu de la pertinence des projets que vous êtes en train de porter, parce qu'ils sont au cœur de ce partenariat réciproque auquel je crois avec l'Afrique, et qui est exactement l'esprit de celui que vous avez mentionné, mais qui est de dire on a besoin de réconcilier, au fond, 3 objectifs. Et moi, c'est ce que je défends pour la France, pour l'Europe, et donc c'est ce que je vais défendre pour l'Afrique. Je ne crois pas à un agenda à multiples vitesses. Je ne vais pas vous expliquer que ce qui est bon pour la France, ce ne serait pas bon pour le continent africain, et inversement. C'est climat, souveraineté, création d'emplois. Tous nos espaces géographiques ont besoin de créer des emplois pour que nos jeunes aient des opportunités. On a besoin de moins émettre. Et la guerre qu'on a vécue, le Covid avant, ont montré qu'il y avait un agenda de souveraineté. Vous avez utilisé ce mot, vous aussi. Et donc, on a besoin de moins dépendre. L'agriculture en fait partie. Clairement. Parce que l'une des premières dépendances, c'est de manger. Et quand ça nous vient d'ailleurs, c'est le gros problème. Aujourd'hui, on a trop peu de projets agricoles. Vous l'avez très bien dit, beaucoup de ces projets sont portés par les femmes, et donc dans une économie informelle, sont donc très fragiles. Et dès qu'on rentre dans de la productivité, a été dépendant de certains intrants, en particulier des engrais azotés. Donc face au sujet alimentaire de court terme, on a eu une réponse en plusieurs strates. Bon, d'abord, ça a été de dire, on essaie de pallier au choc là aussi, et donc de sortir les graines qu'il y a, là où elles sont, parce que c'est pas vrai qu'on crée un modèle agricole en une saison. Donc, premier objectif, on a dit, on se mobilise avec le programme alimentaire mondial tout le monde pour sortir les graines par les voies terrestres et maritimes. À peu près 60% des graines qu'on a sorties de l'Ukraine et de la Russie et qui vont vers les pays les plus pauvres, ça a été une initiative de l'Union européenne par les voies terrestres, et elle a permis de pallier une partie du choc. L'autre partie, c'est l'accord qu'il y a eu cet été par les voies maritimes. Mais derrière, il y a en fait beaucoup de spéculation, soyons clairs. Beaucoup de spéculation. La deuxième chose, ça a été l'engrais. Ça continue à l'être, même s'il faut sortir de la dépendance aux engrais azotés. Ça a été de permettre, avec l'OCP et d'autres, de laisser des modèles productifs, parce que c'était une source pour beaucoup de pays aussi de revenus agricoles dans la partie économique de leur agriculture qui s'était le plus stabilisée. Mais l'agenda qu'on défend le plus, c'est celui en effet d'une agriculture africaine résiliente et souveraine. Quels en sont les piliers? D'abord, la Grande Muraille Verte. On l'a relancé, si je puis dire, en tout cas accéléré, en janvier 2021 au One Planet Summit Biodiversité, parce que c'est typiquement un projet qui, pour moi, est au cœur de ces 3 objectifs. On lutte contre la désertification et pour la biodiversité, on lutte pour la réduction des émissions, en tout cas la meilleure capture, pour la souveraineté alimentaire africaine et la création d'emplois dans tous les pays qui sont de la Grande Muraille Verte. Et la clé, c'est aussi pour ça que vous êtes là, c'est de continuer à développer les liens qu'il y a entre ces grands projets. Et quand je nous compare à beaucoup d'autres grands projets, on a pledgé près de 18 milliards, je ne dis pas de bêtises, je suis sous contrôle des équipes, c'est ça. On a engagé 12 sur ces derniers, et il y en a 2,5 milliards qui ont été déboursés. Je resterai pudique, mais quand on parle du fonds vert, on est très loin de ces chiffres. Très loin. Et il est beaucoup plus vieux. Donc c'est plutôt une structure efficace. Ce qu'on a besoin, c'est de faire émerger encore plus de projets d'agroécologie, d'agroforesterie, d'agriculture locale, etc. Sur le terrain. Et que c'est exactement les projets que vous portez. Et donc que les choses montent. Voilà. Donc, moi je crois beaucoup à ce projet de Grande Muraille Verte parce qu'il est au cœur de cet agenda.
Ensuite, on veut le compléter par d'autres projets, des projets de formation. Et donc là, c'est exactement le cœur des initiatives que vous portez, ce que vous avez défendu, c'est qu'on a besoin de renforcer les partenariats avec les ONG de chaque pays et avec la jeunesse. Et ça, c'est le changement aussi d'approche qu'on demande, nous, à l'Agence française de développement et à tous nos partenaires, c'est de se dire, on a réussi à créer des alliances avec les grands bailleurs, les grands financeurs, on fait plutôt bien ce travail, on est au rendez-vous de nos financements, mais on a besoin maintenant de démultiplier les petits projets qui permettent de changer la vie, de bâtir de la confiance sur le terrain, et surtout d'avoir des résultats et de sortir de cette économie informelle pour pouvoir construire, pays par pays, des solutions qui sont durables. Donc, Grande Muraille Verte, on va continuer. On va accélérer, nous, le changement des mentalités de nos propres structures pour davantage travailler avec les ONG, les entrepreneurs et entrepreneuses locaux. Et donc, toutes les initiatives comme l'Institut que vous défendez vont nous permettre de faire ça, parce que c'est ce qui nous permet de partager l'information, la culture et la formation. Et nous, ce dont on a besoin aujourd'hui tous collectivement, si on veut avancer sur cet agenda, c'est plutôt de former davantage de monde à ces modèles justement d'agroécologie, d'agroforesterie, d'agriculture soutenable, qui dépendent moins des intrants et polluants et qui permettent de bâtir des modèles agricoles qui sont soutenables et productifs, parce que malgré tout, il faut que les gens puissent en vivre, et que ce ne soit pas dans l'informel strict, mais qu'on ait des bons financements, de la bonne formation et des bons partenaires. Donc ça, c'est ce qu'on va continuer de faire avec à la fois Grande Muraille Verte, ce qu'on va continuer de faire avec nos agendas pays par pays, et ce qu'on va essayer aussi de régionaliser. On va faire tout cet après-midi, on fera un point sur la Grande Muraille Verte, et il y aura plusieurs pays, en particulier plutôt côté Corne de l'Afrique, qui vont pousser des initiatives complémentaires pour justement développer là aussi des solutions. Et donc sur tout ce volet, on a besoin là-dessus, en effet, d'avoir nous plus de partenaires locaux, de mettre en place plus de formations, d'aider la jeunesse à venir vers ces solutions et d'accélérer nos projets. En janvier de cette année, on a démultiplié quelque chose qu'on avait lancé, en plus de la Grande Muraille Verte, qui est le plan protéines. Je dis ça parce que nous, en France, on a lancé en 2019 un plan protéines. On dépendait des protéines qui étaient importées de l'autre bout du monde. Et donc, on a décidé de les développer chez nous. Pourquoi? Parce que ça réduit le bilan carbone, ça lutte contre la déforestation importée. Et on pensait que c'était bon pour nous. C'est ce qu'on veut faire avec l'Afrique et on veut que l'Afrique le fasse pour elle-même. On l'a porté dans le sommet Union africaine-Union européenne. Simplement, là, on est trop lent sur les déboursements et les projets. Et donc, on va mettre un coup d'accélérateur, là, parce que je faisais le point il y a quelques semaines, ça ne va pas assez vite. Et donc, on va mettre un coup d'accélérateur sur ce projet plan protéines végétales sur le continent africain, qui est un point clé pour aller dans le sens de cet agenda, à la fois climat, création d'emplois et alimentation. Sur l'électrification de l'Afrique, qui est une promesse qui ne date pas d'hier, vous l'avez parfaitement dit. Bon, d'abord, moi, je crois profondément que, pour le dire en bon français, l'Afrique, elle va leapfrogger sur ce sujet. Et donc, c'est pas vrai qu'on va reconstruire des modèles, des infrastructures d'énergie, des systèmes, des organisations qui sont les mêmes que celles par lesquelles le système productif européen ou occidental est passé. Elle va aller beaucoup plus vite sur le renouvelable, elle va aller beaucoup plus vite sur des projets, et je crois beaucoup plus à des modèles très décentralisés de production et d'utilisation d'énergie. Et donc c'est pour ça qu'on croit beaucoup à des modèles comme le vôtre. C'est d'abord beaucoup de choses dont on a accéléré le financement, qui est de construire soit des fermes de solaire, soit justement du modèle passant par le solaire, l'hydro ou l'éolien, et d'avoir des modèles ensuite de production, d'utilisation de ces sources d'énergie pour produire de l'électricité, en particulier de la lumière, localement. Pourquoi? Parce que c'est un modèle très vertueux, c'est cette énergie qu'on produit. Si on l'utilise tout de suite pour éclairer, on permet à des enfants de s'instruire, on permet à de l'économie de sortir de l'informel, on permet d'aller vers de la mobilité durable, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on va continuer de développer. On a commencé à twister notre modèle là-dessus et aller beaucoup plus vite. Alors après, je fais le lien avec votre sujet qui était énergétique, les grands projets énergétiques en Afrique, et qui sont des projets énergétiques fossiles. Là-dessus, merci de l'avoir dit, et je voudrais quand même
séparer les choses. On fait plein de programmes de formation des armées dans plein de pays. On ne forme pas des armées pour les entreprises. Donc ce qu'on fait avec l'Ouganda, ce qu'on fait avec le Rwanda, etc., avec nos armées pour former leurs militaires, c'est pour lutter contre les groupes terroristes, parce qu'il y a des groupes terroristes dans la région. Non, mais je vais être très clair et je vais répondre à chacun de vos points. Mais je veux aussi, parce qu'il y avait une forme de raccourci dans la manière dont vous présentiez les choses, on ne forme pas des milices pour protéger les entreprises, quelle que soit leur nationalité, sur des projets d'hydrocarbures. On forme, et c'est au cœur de notre projet de sécurité sur l'Afrique, moi je considère qu'on est trop intervenu en premier plan. Et donc, on envoie maintenant de plus en plus nos militaires pour aller dans des partenariats, former les armées africaines, les aider à être autonomes et pouvoir se protéger, qui contre les groupes terroristes, qui contre permettre la stabilité, avoir des armées souveraines. C'est ce que veut le continent africain, à juste titre. À côté de ça, vous avez eu, et je vous en remercie l'honnêteté de rappeler, que la France ne soutient pas financièrement ce projet. Et donc, je continuerai là-dessus à le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je défends les entreprises françaises. C'est autre chose. Mais je vais être très clair avec vous, je reviendrai sur chacun de vos points, ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, le problème que j'ai quand je parle à un État africain, j'ai dit à chaque fois, je ne mets plus ma garantie sur un projet d'hydrocarbures fossiles. Et ça, on ne le fait plus. Ni le gouvernement, avec les lignes du Trésor, ni l'Agence française de développement. Le problème qu'on a quand c'est des projets gaziers, c'est que beaucoup d'États africains vous disent à juste titre, vous êtes sympa, vous. Mais vous, en Europe, vous êtes en train de rouvrir des centrales à charbon, qui polluent beaucoup plus que le gaz. Beaucoup plus. Et donc vous rouvrez des dizaines de centrales à charbon, par exemple en Allemagne, pour passer le cap. Et nous, Français, on va importer l'électricité qui sera produite avec ces centrales à charbon. Et vous expliquez à nos pays africains, où on n'arrive pas à électrifier, où on a des problèmes de développement, que nous, on n'a pas le droit d'avoir des projets de gaz. C'est toute la polémique qu'on a eue post-Glasgow l'année dernière. Ils disent, mais... Et ça, après, quand vous dites ça à un État africain, à un dirigeant, à sa population, il dit, vous me parlez d'un partenariat réciproque? Mais viens vivre dans mon pays. Viens vivre avec ton GDP dans mon pays. Il faut faire attention aussi à ça, parce qu'on est toujours en train de leur donner des leçons. Moi, qu'on n'ait plus de projets gaziers chez nous et de charbon, et on ira expliquer à des pays africains que ce n'est pas bon pour eux d'avoir des projets gaziers. La vérité, je ne veux pas qu'ils rentrent dans des projets de charbon, parce que ça, ce serait vraiment aller en arrière. Ensuite, il faut essayer de développer les pratiques les plus vertueuses. Mais gardons-nous aujourd'hui d'expliquer à toute l'Afrique qu'elle ne peut plus avoir aucun projet gazier. Parce que le président Macky Sall, le premier, il nous est tombé dessus quelques mois après Glasgow, en disant, si vous faites ça, mais moi je ne peux pas juste nourrir et électrifier ma population. Et c'est vrai. Donc voilà, je fais juste ce point-là. Ce n'est pas l'État français, le contribuable français ne finance pas ces projets, mais je pense qu'il faut faire attention parce que dans leur modèle de développement, et Glasgow d'ailleurs, en fait, le permet, eh bien quand c'est quelque chose qui permet de sortir de la pauvreté, si c'est bien accompagné, ou quand c'est des projets, par exemple, gaziers qui permettent de sortir du charbon, il ne faut pas avoir un jugement manichéen. Déjà, nous, nettoyons chez nous et soyons exemplaires. Et nous sortons complètement du charbon, on pourra donner des leçons à tout le monde. Et nous, Européens, et nous, Coréens, et nous, Chinois, qui avons beaucoup plus d'argent que les Africains, sortons du charbon avant de leur donner des leçons sur le reste. Ça, c'était mon point, ma minute gaz. Mais je crois beaucoup, moi, au projet déconcentré et décentralisé pour avancer. J'ai répondu sur l'agriculture, qui, je pense, qui est un des points clés sur lesquels, vous l'avez compris, on va avancer accéléré. Sur les partenariats technologiques et spatiaux, je suis totalement d'accord. C'est un point que vous m'avez mis en tête. On a commencé à le développer avec certains, comme l'Inde. On l'a peu fait avec le continent africain, mais c'est une très bonne idée pour améliorer la cartographie qu'on veut mettre en place des différents écosystèmes. Et en particulier, ce qu'on veut faire avec Grande Muraille Verte ou avec autres est très cohérent avec ça. Et on va lancer tout à l'heure, là juste après que je vous quitte, on va lancer une initiative qui va d'ailleurs dans le sens de ce que plusieurs d'entre vous ont évoqué, qui est d'aider et d'accompagner les pays à protéger leurs écosystèmes. Et donc pour ça, il faut de la cartographie, il faut de la connaissance, mais il faut leur permettre de valoriser. C'est quelque chose qu'on va lancer avec le Gabon, entre autres, mais qui va consister à dire on met en place des financements pour valoriser, plusieurs l'ont évoqué, la conservation, en particulier de vos forêts primaires ou autres, parce qu'aujourd'hui on sait valoriser le flux, mais on ne sait pas valoriser le stock quand vous l'avez. Et donc ça, c'est un point important pour le financement. Sur les inégalités, Nathan, est-ce que vous avez évoqué? Moi, je partage totalement la description que vous avez faite. Après, j'essaie de manière pratique de regarder les choses. Moi, je me suis battu pendant 4 ans pour mettre en place une taxation internationale. Parce que quand on prend les grands groupes qui sont les nôtres, vous avez cité Total, prenons Total.
Total, il ne fait pas 1 centime de surprofit en France. Tout le surprofit qu'il a, il est à l'international. Parce qu'il le fait plutôt qu'une entreprise chinoise ou américaine. Si je décide tout seul en franco-français de le massacrer fiscalement, qu'est-ce qu'il fera à la seconde? Il va à côté, en Belgique, au UK, peut-être en Arabie Saoudite même. Et il fera comme son copain Aramco, 10 fois plus. Et ce n'est pas une seule seconde notre intérêt de faire ça. Ce serait absurde et je règle rien du problème. Donc le vrai sujet face à ces entreprises, c'est d'abord le mécanisme qu'on a mis en place en européen, et c'est ce qu'on a poussé à l'OCDE, ce qui est une taxation internationale, qui est de dire, il n'y a pas une entreprise qui peut payer 0. Et donc c'est ce qu'on a mis en place à l'OCDE, qu'on va développer maintenant, et ça c'est quand même un boulot qu'on a beaucoup porté, nous Français, hein. Et on avait beaucoup de gens contre nous. Bon. Donc ça c'est le premier point sur l'inégalité, les grosses boîtes, et ce système, qui est absurde, dont j'espère on va pouvoir sortir, mais il ne faut pas lâcher cet agenda, et il y en a beaucoup qui veulent se carapater au bénéfice de la guerre et nous lâcher. Nous, on veut aller au bout, mais ça marche que si tout le monde tient. Parce que sinon, il y a des points d'évasion, et en fait, ça ne sert à rien, on se fait plaisir à nous, mais les mecs vont polluer et trouver des paradis fiscaux ailleurs. Deuxième sujet, moi je suis comme vous, j'aime pas les énergies fossiles. Simplement, je regarde, on dépend à mort des énergies fossiles. Vous, moi, nous tous. Et en particulier, du pétrole et de l'essence. Et c'est pas vrai qu'on va en sortir en 6 mois. Et donc, qu'est-ce qui est insupportable? C'est que vous avez une rente de situation. Mais ce n'est pas parce qu'on va les massacrer. Et le sujet n'est même plus un sujet d'entreprise, c'est un sujet d'État. Donc, le problème, c'est comment on arrive à ce que les États qui produisent ces hydrocarbures ne fassent pas de surprofit dans la période. Vous m'avez entendu, moi, le dire, et je le dis y compris auprès des copains, aujourd'hui, qui fait beaucoup de surprofit? La Norvège, les États-Unis parce qu'ils produisent beaucoup de gaz, les pays du Golfe parce qu'ils produisent beaucoup de pétrole. C'est une question d'organisation internationale et d'avoir un club d'acheteurs pour faire baisser les prix. Mais en fait, on est toujours pris dans ces dilemmes. C'est pour ça que dans tous les débats que vous avez entre Européens ou autres, le dilemme, c'est que nous dépendons. Nous dépendons. Alors on est peut-être très riche, très fort, mais on dépend. Et donc, nous, on a beaucoup poussé avec les Italiens en européen pour dire on veut mettre un prix plafond. Moi, j'en ai ras-le-bol de dépenser autant. Mais d'autres pays en Europe ont dit non, on ne veut pas mettre un prix plafond. Parce qu'on veut sécuriser nos volumes. Parce que si on met un prix plafond, ils iront envoyer leur gaz ou leur fossile en Asie ou ailleurs, qui accepteront de payer plus cher. Et donc, aussi longtemps que vous dépendez de quelque chose que vous ne produisez pas, eh bien, vous vous exposez à des situations de rente injustifiées, insupportables, qui créent des inégalités. Et donc, mon premier point, c'est les inégalités à l'égard des entreprises, vous les réglez qu'avec un système de coopération internationale qui change le capitalisme, c'est la taxe minimale. Pas à l'échelle d'un État, c'est pas vrai. Et donc ça, c'est ce qu'on a poussé, qu'on a obtenu sur le principe, maintenant il faut accélérer sa mise en œuvre. La deuxième chose, la rente de situation des États qui produisent des hydrocarbures, vous n'en sortez que si vous accélérez la sortie rapide des hydrocarbures. En tout cas, si vous réduisez votre dépendance. Et c'est exactement l'agenda qu'on porte autour de 3 piliers, sobriété, accélération du renouvelable et nucléaire. Et on ne passe que dans les 3. On ne sait pas faire la sortie de la dépendance aux fossiles si on n'a qu'un de ces piliers. C'est pas vrai. Le tout renouvelable, ça ne marche pas. Le tout sobriété, ça tue la croissance et la création d'emplois. Et le tout nucléaire, ça ne marche pas non plus davantage. C'est les 3 ensemble. C'est aussi ce que je crois pour l'Europe, qui est bon. Fit for 55 marche autour de ça, mais il faut accélérer sa mise en œuvre. C'est ce qui est bon aussi pour le continent africain et pour d'autres. Mais au fond, ce qu'on a besoin de faire là à court terme, c'est d'avoir un système. J'aimerais qu'on y arrive au G20. Moi, je pousse pour. Je n'ai pas réussi à ce stade, je ne vous mens pas. Mais ça ne marche que si on arrive, tous les acheteurs, à dire on met un prix plafond sur les hydrocarbures pour pas qu'il y ait de surprofit des États et des entreprises. Et surtout derrière, qu'on dise on accélère la sortie de notre dépendance pour plus qu'ils aient d'effet de rente. Parce que c'est ça qui est insupportable. Voilà, je suis le plus honnête possible, mais c'est l'agenda auquel je crois. Je finis de répondre et on y va dans 3 minutes. J'ai répondu sur le modèle agricole et donc sur le local. Et nous, ce qu'on a besoin de faire, alors l'Institut va dans ce sens, c'est pour ça que j'y crois. Vos projets, on a besoin de continuer à rassembler, et ça je le dis parce que aussi nos ambassadeurs, etc., à mes yeux, peuvent jouer un rôle très important avec les jeunesses africaines, asiatiques, pacifiques, pour rassembler ces projets que vous identifiez chez vos partenaires et vos co-religionnaires des pays qui sont les plus pauvres. Et ça je le dis parce que vous êtes en contact avec, vous avez plein de connexions. Non mais en fait, nous on a besoin de renouveler nos partenariats. C'est hyper important. Or, les États, les grandes agences, les grands bailleurs
ils ont face à eux, la plupart du temps, leurs homologues dans ces pays, mais qui ne sont pas forcément ceux qui sont connectés avec vous dans ces forums-là ou autres, et qui portent des projets. Et donc on a besoin, sur les projets agricoles ou autres et de transition, d'avoir des jeunes du continent africain ou d'autres continents qui portent ces projets et dont on accélère le financement et la formation. Sur loss and damages, j'y ai répondu au début et ça rejoint vos deux points. Donc, on va évidemment être au rendez-vous, je le dirai tout à l'heure, de financement. De mécanismes. La Première ministre de Barbade a plusieurs propositions qu'on va accompagner et qui, je pense, sont très fortes et qui vont dans le sens de changer les règles financières internationales plutôt qu'un fonds ad hoc, comme je l'évoquais. Et nous, on est tout à fait pour surtout tenir les agendas et qu'on finalise le paquet et le financement et la clarté pour 2024. Ce que vous avez dit par ailleurs sur permettre à des jeunes d'aller au COP et d'accompagner des projets, moi j'y suis très favorable. Donc là, on l'a fait à l'échelle artisanale, si je puis dire, avec plusieurs d'entre vous. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait aussi, sur l'agenda qu'on s'est donné aujourd'hui, des jeunes comme vous qui portent des projets concrets et qui puissent les exposer et les démultiplier. Parce que si on est, vous l'avez très bien dit, on est au moment de la mise en œuvre, maintenant. Donc on a vraiment besoin d'avoir des projets concrets qui sortent et de se dire, à 1 an, 2 ans, où on en est, est-ce que ça va assez vite, est-ce que ça va pas assez vite, est-ce que les financements sont là, parce que sinon les gens font des promesses tout le temps, on met des milliards, est-ce que ça va vraiment sur le terrain, quel est le retour que font remonter les ONG locales, les jeunes entrepreneuses et entrepreneurs. Et donc moi j'ai besoin aussi d'avoir un suivi, c'est pour ça que plusieurs d'entre vous, je les suis depuis plusieurs années, parce que qu'on fasse des points d'étape sur des projets concrets sur le terrain, et donc à commencer par vous, mais qu'on puisse agréger, et que ce soit ces groupes de jeunes et d'acteurs qui permettent d'avancer. J'ai répondu, Rosie, sur l'écosystème forestier et l'Institut, donc on sera là pour accompagner son financement dans la durée. Et on a besoin qu'ils nous aident à identifier des formations et justement attirer des jeunes, comme disait Boubacar. Je crois que j'ai répondu au point. Mon dernier point, ce sera sur la mobilité. Et ce qui a été dit. Donc, moi, je crois au partenariat équitable. Le moment qu'on vit avec le continent africain est un moment qui est assez dur. On peut avoir le sentiment parfois que c'est injuste, parce qu'on paye aussi beaucoup de vieilles politiques embarquées. On a le poids du passé sur les épaules. Moi, j'ai la faiblesse de penser que depuis le discours que j'ai tenu à Ouagadougou il y a 5 ans, et de tout ce qu'on a lancé, on a changé de politique. On est en train de changer de politique, on l'accélère. Parfois, ça prend du temps, et je le dis avec beaucoup d'humilité, parce qu'on dit des choses et puis on met du temps à ce que ça change vraiment. Et puis, il y a une image embarquée de la France, et il y a une facilité, il y a aussi beaucoup de manipulation. Et beaucoup du sentiment anti-français qui naît dans certains pays, il est financé largement, on le sait, par les réseaux sociaux et des activistes, financés par la Russie ou autres. Mais je le dis aussi pour nous-mêmes, parce qu'on a tendance nous-mêmes à nous flageller, et en quelque sorte à nous attaquer nous-mêmes, sans regarder que est-ce que les Chinois, les Russes, les Turcs font beaucoup mieux que les Français ou autres en Afrique? Ils font 10 fois pire que nous. Certains ont été eux-mêmes colonisateurs et puissances impériales, mais simplement on aime bien se faire mal. Donc moi, je ne suis pas dans le misérabilisme, mais je suis pour dire comment on essaie de changer plus vite le système. Je pense qu'on le change plus vite encore en démontrant qu'il y a des résultats. Et donc en étant sur des projets très concrets, très locaux, très partenariaux. La mobilité en fait partie. Et donc, j'ai bien noté que vous aviez soumissionné au projet Passeport Talent, mais mon idée, c'est aussi qu'on puisse développer, comme on a commencé à le faire, d'ailleurs, c'est des engagements que j'avais pris au Cameroun, mais à des partenariats, pas simplement de mobilité individuelle, mais de projets, pour aider au sein du continent africain à se développer, mais entre ce que j'appellerais la plaque africaine et la plaque européenne. Et c'est ça le vrai partenariat. Maintenant, on est au moment nous-mêmes des résultats. Donc il faut qu'on ait des résultats concrets qui sont tangibles pour que les choses bougent. Là, ils vont vraiment criser si je file pas, donc je vais devoir y aller. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci de la clarté de vos questions, commentaires, interpellations. Moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait aussi maintenant un suivi, comme on a commencé à le faire avec certains d'entre vous, mais qu'on soit au rendez-vous de l'efficacité. Mais moi, j'ai besoin que sur les agendas que vous avez poussés, on puisse aussi le pousser chez beaucoup d'autres. Parce que, typiquement, sur le sujet du financement, des efforts,
On a besoin de tenir en européen, on a besoin que les autres pays riches ils fassent autant que les Européens. On sera aux 100 milliards par exemple si les autres font autant. On a besoin sur la justice de taxation et autres que les autres du G20 nous aident à bouger. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'hypocrisie dans le débat. Parce que dans les groupes des pays dits justement émergents, à revenus intermédiaires ou autres, on a des gens qui n'ont pas envie de bouger parce que ce n'est pas leur intérêt. Je le dis aussi, et je leur dis de vive voix, mais là on me le disait dans les débats. Si par exemple l'Arabie Saoudite ne bouge pas plus vite, se cache derrière en disant je suis ici avec les pays africains et autres, mais en fait de l'autre côté, s'il y a un pays qui s'enrichit de la situation qu'on vit, c'est ces pays-là, beaucoup plus que d'autres. Donc il faut que tout le monde soit cohérent. Sinon la pression reste que sur les mêmes qui sont déjà en quelque sorte ceux qui ont le plus bougé. Voilà, donc il faut qu'on arrive à répartir la charge de la pression sur chacun des acteurs dans le bon ordre de mérite, si je puis dire. C'est aussi ça dont j'ai besoin avec vous toutes et tous. Merci beaucoup. Je vais filer retrouver les uns les autres. On a un petit cadeau pour vous. Un cuir écologique avec une sémence. Ah, il y a une Voilà. semence sur vous. Voilà. Donc si je la plante, Si, elle va pousser. Elle va pousser. c'est quoi? C'est une tomate. Il y a le nom de la semence. Ah, pardon, Voilà. tomate. Ah, top. Qu'est-ce qui fait ça? C'est un Ivoiro français du nom de Tariq Innocent, qui est l'un de vos coordonnateurs nationaux en Côte d'Ivoire, qui a cette belle initiative. Top. Voilà. Merci. Avec excellence. Merci beaucoup. Faire une photo avec la On va faire une photo tous ensemble. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut avoir une photo chacun avec vous? Mais bien sûr. Ah ben voilà, je pense que ce sera génial. Excellence à vous. Ça. Ouais. Je le prendrai après. Merci beaucoup. Ah ben voilà. Merci. Hein. Bien sûr. Merci. Non, merci à vous. Grand plaisir. C'est bon, vous l'avez prise? Merci. Merci. Ladies first.